Val de Loire en direct se poursuit lors de votre JT présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. De belles éclaircies sont attendues au cours de cette journée dans nos deux départements. Des températures en baisse. La minimale sera de 9 degrés, la maximale de 16 degrés. À la une, justement, on va parler de ces bonnes nouvelles du côté de la météo. Oui, le soleil a fait son grand retour, ça ne vous aura pas échappé. Après des précipitations bien au-dessus de la moyenne, le mois de février se termine bien. Nous irons à votre rencontre pour en parler. Nous parlerons également politique à moins de 3 semaines du premier tour des municipales. Nous conclurons notre série Les clés de la mairie. Aujourd'hui, les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours répondront à cette question: qui décide de l'augmentation des impôts locaux? Et puis nous reviendrons sur cette défaite du Tours Volleyball. Nos volleyeurs se sont inclinés 3-7-2 hier soir à domicile. L'équipe recevait Nice pour la demi-finale de Coupe de France. Après avoir dominé la première partie du match, nos Tourangeaux se sont écroulés aux portes de la finale. Premier invité de ce journal ce soir, Salah Merabti. Président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire, il dressera avec nous un point d'étape de la construction de la grande mosquée de Tours. Et puis notre séquence On vous répond avec la question du soir, logement présentant des moisissures, quels sont les droits du locataire? On posera la question à nos deux conseillères juristes de la DIL France Rénov 37, Pauline Cardozo et Bérénice Poté, qui seront sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, Lucas, l'affaire Epstein a des répercussions jusque dans le Loir-et-Cher. Plusieurs candidats à la mairie de Blois ont interpellé Christophe Degruel, le président d'Aglopolis et président de l'Association pour la promotion de la politique culturelle nationale menée dans les années 80 et 90 du XXe siècle. Le milliardaire pédocriminel Jeffrey Epstein aurait en effet versé de l'argent à l'association pour produire un film de Serge Moiti sur Jacques Lang, ancien maire de Blois. Par transparence, Christophe Degruel a fourni à nos confrères de la Nouvelle République des relevés de comptes qui attestent effectivement du versement de 50 000 € par la boîte de production d'Epstein. Une opération réalisée en 2018 et qui n'aurait rien d'un dessous de table et qui semblerait bien officielle. Contactés, Christophe Degruel et Jacques Lang n'ont pas répondu à nos sollicitations. Allez, place à notre question web du jour. Lucas, le soleil est de retour. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? C'était la question posée sur nos réseaux sociaux. C'est majoritairement les terrasses qui vous ont manqué à 44% devant les sorties en ville, dans les parcs et jardins et les sports de plein air. Vous, qu'est-ce qui vous a manqué, Aurélien? Les terrasses. Les terrasses, évidemment, comme la majorité de nos téléspectateurs. En effet, après un mois de février aux précipitations particulièrement élevées, le soleil a fait son grand retour. Évidemment, vous l'avez remarqué. En Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher, il devrait être présent jusqu'en début de semaine prochaine. Gabriel Ziard et Louise Gour sont allés recueillir votre bonne humeur. Lunettes de soleil, shorts ou encore débardeurs. Depuis hier, le soleil a fait son grand retour en Indre-et-Loire. Alors forcément, avec ce climat printanier, l'heure était à la promenade. Ça m'a permis de sortir dès ce matin pour faire le tour de la rue nationale. Et puis c'est un plaisir. Je suis un peu trop couvert, mais ça va s'arranger dans la journée. Ça remonte le moral, ça donne le sourire, c'est super. Pendant les vacances scolaires, en plus avec les enfants, on peut faire des sorties, c'est trop bien. Cet après-midi, la température a atteint les 20 degrés. Une chaleur qui a poussé les Tourangeaux à réinvestir les bords de Loire, le temps de la pause du déjeuner. Vous en avez profité là, je vois, pour manger dehors un petit peu, c'était l'occasion. En plus, on s'est pas eu depuis une semaine, donc moi, parce que je travaille après. Donc on revit, quoi, ça fait du bien. Si le beau temps était bien annoncé par les services de Météo France, la chaleur a surpris certains passants qui n'avaient pas adapté leur garde-robe en conséquence. Et ça, vous avez pas trop chaud quand même là avec les vestes Bah si, carrément, on n'assume pas là. Je regrette un peu. Ce retour du soleil fait aussi le bonheur des commerçants. Après des jours à bouder les terrasses des cafés et restaurants, les clients reviennent en nombre pour profiter au maximum des premiers UV. La pluie, il voulait pas. Là, il y a un rayon de soleil, tout le monde est là. C'est magnifique, on est un peu blanc encore, mais on est en t-shirt. C'est trop cool. Le beau temps et les températures devraient quant à elles se maintenir tout au long de la semaine. Allez, on ouvre une page politique à présent, Lucas. Oui, à Tours, la députée MoDem d'Indre-et-Loire, Sabine Tillet, rejoint la liste de Benoît Pierre. Sa position sur celle-ci sera connue demain. Dans un communiqué, Benoît Pierre se réjouit de ce soutien. Je cite, « Sabine Tillet apporte son expérience parlementaire, sa connaissance des institutions et son attachement à une action publique pragmatique au plus près des habitants ».
Et justement, on va poursuivre notre série sur les municipales. Et oui, à 3 semaines du premier tour du scrutin, le 15 mars, nous concluons aujourd'hui notre série Les clés de la mairie. Une série réalisée par les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. L'occasion de réviser nos connaissances sur la politique locale avec aujourd'hui 7 questions. Qui décide de l'augmentation des impôts locaux? Pour y répondre, Gabriel Ziard avec Gaël Enanf. Derrière les hausses successives des impôts locaux, qui est vraiment le responsable? Nous sommes allés vous poser la question. Je pense que c'est la commune, le conseil municipal et tout ça. Hein. Logiquement, ça devrait être les maires, mais il y a quelqu'un quand même au-dessus d'eux, je pense. Je vous avoue que non, je ne me suis jamais posé des questions sur ça. Vous l'aurez compris, la fiscalité locale ne laisse personne indifférent et soulève de nombreuses interrogations. Alors si beaucoup pointent la responsabilité du maire, une question persiste. Dispose-t-il réellement d'une totale liberté de décision ou doit-il composer avec d'autres instances? Bonjour monsieur le maire. Bonjour, vous allez bien? Très bien et vous? Ça va, entrez. Le maire ne peut pas prendre ce genre de décision seul. Il va proposer au conseil municipal, c'est le conseil qui décide. Si on a un projet important, intéressant pour la commune et qu'on manque de financement, on va augmenter les taux. Le taux, c'est justement la seule variable que les maires peuvent changer dans la méthode de calcul du principal impôt local, la taxe foncière. Concrètement, voilà ce que ça donne. La taxe foncière est calculée par 2 organes. D'un côté, la mairie qui vote le taux d'imposition en conseil municipal. À Tours, il est de 43,4%. Et de l'autre, l'État qui fixe la valeur locative du logement. Cette valeur, c'est la base du calcul. Donc, pour un logement estimé à 3 000 € par l'État, la mairie va récupérer 43,4% de cette somme. Mais l'État peut réévaluer la valeur locative du logement. Dans ce cas, l'impôt augmentera automatiquement sans que le maire ni son conseil ne le décident. Il est l'heure d'accueillir notre premier invité de ce journal ce soir, Salah Merabti. Président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire, il dresse avec nous un point d'étape sur la construction de la grande mosquée de Tours, un établissement dont les travaux ont débuté en 2008 et qui n'est toujours pas terminé. Bonsoir Salah Merabti. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. D'abord, dans les grandes lignes, on en est où de la construction de cette grande mosquée à Tours? La construction, elle apparaît, on la voit à l'extérieur, il reste l'intérieur à aménager, quoi. Oui, parce que le bâtiment, il est là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il reste une partie d'électricité, un peu de plomberie, ensuite il y a le chauffage et la menuiserie, des portes anti-feu, enfin, sécurité. Donc c'est vraiment l'intérieur qui reste à aménager. Combien de temps pourraient prendre encore les travaux? Est-ce qu'on le sait, ça? Cela dépend de la générosité des fidèles. Vous savez, la mosquée, elle est financée par la communauté musulmane. On ne reçoit pas de subventions. Donc il suffit que la communauté soit un peu plus généreuse. Se terminera dans moins de 6 mois s'il y avait de l'argent. S'il y avait les fonds, on pourrait finir rapidement. Ah oui, absolument. Oui. Et il faudrait combien d'argent? On le sait, ça? Je pense que dans l'état actuel... un bon million ferait l'affaire. Parce que le temps passe, est-ce que les murs ne se dégradent pas pendant ce temps-là? Comment ça se passe? Non, puisque c'est du verre. Puis les murs, c'est du béton blanc fait à l'usine. Ce n'est pas collé sur place. Donc non, ça va pour la détérioration, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, il faut des dons. Comment est-ce que les fidèles peuvent donner? Comment est-ce qu'on peut faire don d'argent? Ils savent comment. Vous savez, on a des prélèvements. Il suffit d'aller à la banque, d'aller dire je veux bien donner 50 € par mois ou tous les 2 mois. On fait des prélèvements. On se rapproche directement en fait de la communauté islamique d'Indre-et-Loire. Oui, on a un bureau, on a un trésorier, nous avons un vice-président, nous avons... Qui peuvent accompagner du coup les fidèles. On sait combien on a de fidèles autour de Tours? Moi, je pense que nous ne sommes pas loin entre 30 et 40 000 quand même dans l'Indre-et-Loire. Hein. Dans l'Indre-et-Loire. Donc il y a vraiment ce besoin. Dans quelle mesure qu'on se rende bien compte pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette grande mosquée à Tours? Au début, il n'y avait pas de mosquée. Il y avait que celle-là. Il y avait celle de la rue Lobin. Nous avons pensé qu'une grande mosquée réunirait tout le monde. Et malheureusement, des petites mosquées venaient se créer et puis ils nous ont un peu ralenti dans le financement. Parce que comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des salles de prière, des petites mosquées. On a combien d'espaces de culte aujourd'hui? Je pense qu'il y en a 6 ou 7. 6 ou 7. Il y a la mosquée de Jouy-les-Tours qui est une mosquée, celle de Tours qui est aussi une mosquée. Les autres, c'est des salles de prière qui ont été aménagées, quoi.
ou alors des pavillons qui ont été aménagés en mosquée. Et combien de fidèles pourraient accueillir cette grande mosquée une fois construite ? Écoutez, j'ai fait venir le jour de l'Aïd, vous allez voir, on a 4-5 000 personnes. Ah oui. Oui. Effectivement, effectivement. Et ça prend d'autant plus de sens en ce moment. On ressent ce besoin, en plein ramadan, on ressent ce besoin d'avoir un endroit où tous se réunir. Oui, tout à fait. Tous les soirs, il y a des salles qui sont ouvertes pour la prière surrogatoire. Eh bien, merci beaucoup, Salah Merabti. Donc, pour construire cette grande mosquée de Tours, on peut se rapprocher de la communauté islamique d'Indre-et-Loire. Merci d'être venu nous voir. Du sport à présent dans ce journal, Lucas, et vous y étiez, c'est peut-être pour ça que le Tour Volleyball a perdu. Peut-être lui ai-je porté l'œil, nos volleyeurs se sont inclinés 3-7-2 hier à domicile. L'équipe recevait Nice pour la demi-finale de Coupe de France. Après avoir remporté les 2 premiers sets, nos Tourangeaux se sont écroulés aux portes de la finale, échouant même à 2 points près au Golden Set. Compte rendu du match avec Faustine Luneau. C'est ce bloc niçois qui aura mis un point final à l'aventure des Tourangeaux en Coupe de France hier soir. Le Nice Volleyball a arraché en 5-7 son entrée en finale après un tie-break ultra serré. Une défaite difficile à digérer pour l'équipe tourangelle qui espérait une nouvelle finale 3 ans après leur titre. C'est vraiment terrible ce qu'on a fait ce soir. On n'a pas su s'adapter et on a été mauvais dans la gestion des émotions et des fins de set. Car le TVB avait pourtant très bien débuté la rencontre en remportant les 2 premiers sets avec une deuxième manche très serrée gagnée 26-24. Mais la bascule se fait à la fin du 3e. Malgré une remontée, après avoir été mené presque toute la manche, Tours manque les derniers points cruciaux et perd de peu 23-25. Un set qui fait mal et qui rebooste les Niçois. Le TVB ne trouve plus la solution dans le 4e set, largement dominé par Nice 17-25. Les pendules sont donc remises à 0. Dans un suspense étouffant, le match se joue au tie-break. Les Tourangeaux, pourtant combatifs, échouent sur le fil 13-15. On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Je pense qu'on a laissé passer beaucoup de balles faciles, ce qu'on n'aurait pas dû. On s'est mis la pression surtout dans le 3e et 4e set alors que Nice a bien joué. Au final, on avait l'opportunité de contrôler le match, mais on ne l'a pas saisi. Le scénario haletant aura quand même offert un sacré spectacle aux supporters qui y ont cru jusqu'au bout. Mais l'ambiance de feu en tribune n'aura pas suffi. Des beaux échanges à la fin, mais malheureusement ça a tourné au Nice qui voulait plus que nous. Nous on a eu une petite baisse de forme. Il y a quelque chose qui s'est cassé et dans la tête, c'est parce que là c'est dans la tête que ça se joue. Et oui, il va falloir rebondir derrière ça, quoi. Alors nous on sera là, on va pas les lâcher. Éliminé de Coupe de France une semaine à peine après son élimination de Coupe CEV, le TVB devra désormais tout tenter pour aller chercher le titre en championnat. Le club est pour le moment en tête du classement. Et le prochain match de championnat du TVB se tiendra ce samedi 28 février. Les Tourangeaux affronteront Saint-Nazaire. À suivre évidemment les résultats sur l'antenne de Val-de-Loire TV. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec nos 2 invités. Ce soir, elles sont conseillères juristes au sein de l'ADIL France Rénov 37. Soyez les bienvenus, Pauline Cardozo et Bérénice Poté sur ce plateau de Val-de-Loire TV pour répondre à la question du soir. Logement présentant des moisissures, quels sont les droits du locataire? Alors, j'ai de la moisissure dans mon logement, Bérénice. Est-ce ma responsabilité en tant que locataire? Alors la première étape, ça va être d'évaluer en fait l'origine du désordre dans un premier temps, pour savoir si en fait ça relève d'un mauvais entretien ou encore d'une mauvaise utilisation par le locataire de son logement. L'étape d'après, en fait, ça va être de se référer à son DPE, donc son diagnostic de performance énergétique. Et en fonction de la lettre énergétique du DPE, on va pouvoir évaluer s'il s'agit d'une passoire thermique ou non. Et en fonction du calendrier énergétique, on pourra effectivement voir si le bailleur doit réaliser des travaux énergétiques. Si aussi il y a un problème de ventilation sur le logement, etc., ça c'est plutôt des désordres qui relèvent du bailleur. Si c'est un mauvais entretien, une mauvaise utilisation, ce sera la charge du locataire. Est-ce qu'on peut considérer, Pauline, que mon logement est non décent quand il y a la présence de moisissures? Oui, alors il peut être non décent. Il y a des obligations du bailleur qui sont édictées par le décret du 30 janvier 2002. Donc la présence de moisissures est considérée comme une caractéristique du logement non décent. Mais c'est également une infraction au règlement sanitaire départemental. Non décent, ça veut dire qu'il est plus habitable? Alors en soi, c'est un peu plus compliqué, mais on peut considérer en effet qu'il n'est pas habitable. Qu'il faut faire des... Et qu'il faut que le bailleur entreprenne des travaux, en effet.
Est-ce qu'il y a des recours dont on dispose si on constate la présence de moisissures dans son logement quand on est locataire? Qu'est-ce qu'on doit faire, Bérénice? Alors, la première étape, ça va être d'en discuter avec son bailleur, vraiment classique, de lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception si on n'arrive pas à le joindre par téléphone ou qu'il y a une agence entre les deux. Voilà, on envoie un recommandé pour une question de preuve, pour avoir l'accusé de réception. Sinon, on peut saisir un conciliateur de justice. Donc ça, c'est une procédure qui est gratuite et amiable. Ça vous permet déjà peut-être de faire bouger les choses et le bailleur peut essayer déjà de réaliser des travaux. Sinon, il y a toujours possibilité de faire un signalement sur la plateforme Signal Logement. Donc ça, c'est sous condition. Il faut déjà avoir entrepris un certain nombre d'étapes au préalable. Et après, il y a toujours la procédure judiciaire, prendre un avocat et après forcer le bailleur. On aura compris, il y a plusieurs recours, évidemment, et plusieurs étapes dont on dispose. Si je quitte mon logement, justement, au moment de l'état des lieux, Pauline, est-ce que ces frais de nettoyage, ça peut m'être imputé par rapport à la moisissure? Là aussi, ça dépend si je suis responsable ou pas. Voilà, ça va dépendre de l'origine. Si c'est le bâti, ça va être au bailleur de prendre à sa charge toutes les réparations. Si c'est le locataire qui a mal ventilé le logement ou mal chauffé le logement, ça va être à lui de répondre de ces dégradations, sachant que le bailleur doit prouver que c'est le comportement du locataire qui a causé ces dégradations. Par exemple, si c'est un dégât des eaux, le locataire doit prouver qu'il a rempli les déclarations d'assurance nécessaires, etc., puisque dans certains cas, les embellissements sont à sa charge, notamment celle de son assurance. Justement, s'il y a un conflit avec son bailleur, comment ça se passe quand on est locataire au moment de l'état des lieux à la fin par rapport à qui imputer cette problématique de la moisissure? On fait comment? Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il faut absolument que soient notées les moisissures dans l'état des lieux de sortie. Selon l'imputation qui est faite par le bailleur ou pas, il va y avoir... alors, soit il y a une expertise, soit il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'expertise et qu'on se base simplement sur les dires du propriétaire ou du locataire, on va avoir une contestation qui va se faire le plus souvent devant un conciliateur de justice. Et puis vous êtes là ce soir pour représenter l'ADIL France Rénov Touraine. Bérénice, c'est aussi une structure qui peut nous aider, nous, en tant que locataires, quand on est face à cette problématique, pour tout ce qu'on vient d'évoquer, justement, à qui on peut faire appel, quelles sont les raisons? L'ADIL, pour le coup, on est compétent sur toutes les questions juridiques liées au logement, donc aux propriétés, non-décence, les droits et obligations des parties dans un contrat, justement, de location. Toutes les questions diverses liées au logement, c'est l'ADIL qu'il faut contacter. Un site internet de l'ADIL qu'on peut contacter? adil37.fr. pour toutes les informations. Merci beaucoup Pauline Cardozo, merci Bérénice Poté d'être venue sur notre plateau. Ce soir, avant de se quitter, il n'y a pas de rappel d'informations. Ce soir, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre script. C'est celui qui est dans notre oreillette et qui prépare toutes les informations tous les soirs pour avoir un beau JT et de belles émissions. Il s'appelle Nivek à Rojon. On l'embrasse ce soir. On l'embrasse. Et on lui souhaite un très bel anniversaire pour ses 25 ans. Vous êtes gentil Aurélien. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Val de Loire TV. Puis nous, on se donne rendez-vous avec un jour de plus. Bah oui, demain, on sera au rendez-vous, 17h50, Val de Loire en direct. À demain.